Spider-Geddon, première impression, prise 1. Et donc, vous voyez que le décor, il est un petit peu différent, c'est que je suis en vacances, et pour ceux qui ont déjà un peu pratiqué cette chaîne depuis pas mal de temps, ou qui ont été voir un petit peu les archives, tout ce qu'il y a un petit peu autour, parce qu'il y a, mine de rien, pas mal d'années que je fais ça, et bien, tout simplement, vous savez peut-être ce que c'est que cette pièce, c'est chez mes beaux-parents. Voilà. Alors, chez mes beaux-parents, c'est génial, c'est la Dordogne, c'est très joli, donc des fois, je tourne dehors, sauf que là, il pleut sa race, et en plus, il y a énormément de vent. Alors pour la prise de son, je vous raconte pas. Voilà, j'ai préféré retourner ici, dans cette petite pièce où j'ai déjà tourné pas mal de fois. Une petite pièce que j'aime bien, c'est un petit débarras penderie, un peu en bas, où je peux être tranquille et je peux faire un peu de bruit sans trop gêner les gens. Voilà, c'est carrément ici, je crois que j'avais tourné ma deuxième vidéo. C'est vous dire. Voilà. Que c'est une petite pièce que je pratique depuis pas mal de temps. Toujours j'essaye de l'agrémenter avec des petites choses, mais je suis d'accord, voilà, le décor est un peu spartiate. Mais pour une première impression, on n'a pas besoin d'un très joli décor. Et je vais essayer d'en faire pas mal pendant ces vacances, notamment sur quelques titres en fait que vous pouvez voir ici. Voilà, aussi un petit peu là derrière, voilà, j'ai essayé un petit peu d'agrémenter. Je vais quand même rester ici où j'ai laissé un gros trou parce que j'ai pas de quoi remplir non plus entièrement. Les loulous, je prends le train, j'ai pas des valises infinies et mon dos non plus, il peut pas supporter une charge infinie. Bon, c'est bien, j'ai bien raconté ma vie. Là, on va passer au générique et ensuite on va parler de Spider-Geddon. Alors, comme vous l'aurez remarqué sans doute à mon ton enjoué avant d'envoyer le générique, et aussi finalement à tout le temps que j'ai parlé de toute autre chose avant justement de passer à ce générique, je suis pas très enthousiaste sur Spider-Geddon. Voilà, quand il y a un truc qui m'enthousiasme à mort, j'essaye de gratter le plus de temps possible pour parler de choses et d'autres, voilà, sur le titre et tout, mais je suis pas très fan. D'ailleurs, j'ai clairement attendu les éditions à pas cher, les éditions à 6,99 € pour me le prendre, et il y a une raison. Il y a une raison. J'avais commencé à lire à l'époque, donc j'avais lu le 0, les numéros 1 et 2 de cet event, qui ne m'avait franchement aucunement emballé à leur sortie en fin 2018. Voilà, il me semble que le numéro 0... au pire j'ai les dates là, mais il me semble que c'est novembre. C'est ça, novembre 2018, numéro 0, et les numéros 1 et 2 de l'event étaient sortis en décembre 2018. Et janvier 2019, je fais merde, non, je vais pas continuer ça. Mais bon, c'est pas parce qu'on va parler de quelque chose que j'aime moins que d'habitude, qu'on va oublier les bonnes habitudes, et commençons par poser un peu de contexte. Alors bien sûr, dans ce contexte, on va bien sûr parler de Spider-Verse, le comics et tout ça, mais on va remonter un petit peu avant encore. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2001, c'est un excellent scénariste, Straczynski, qui écrivait la destinée de Peter Parker, Spider-Man. Ce scénariste, en fait, avait inventé toute une mythologie qui, en fait, va être reprise par la suite par Spider-Verse et étendue et tout ça. Cette mythologie, c'est celle des araignées totems, des animaux de totem, que c'était pour ça en fait que Spider-Man avait autant d'ennemis animaux, c'est parce que justement il était lié au totem de l'araignée, et que par exemple le rhinocéros, le docteur Octopus, la pieuvre, le lézard, le hibou, bref, c'est pas les exemples qui manquent, et que voilà, il était lié donc au totem de l'araignée, même si
Malheureusement, au moment où il aurait dû recevoir la piqûre de l'araignée, celle-ci a été touchée par aussi de la radiation, et donc du coup, ça a un peu changé sa destinée. Voilà. Et on apprenait aussi qu'il y avait quelqu'un qui mangeait les animaux totems, et notamment qu'il y avait une famille, les Inheritors, les héritiers en VF, qui en fait mangeaient les animaux totems, et notamment ceux-là étaient très friands des araignées. Et en fait, dans celui-ci, en fait, on voyait juste un seul de ces héritiers en la personne de Morlun. Alors moi, j'aime beaucoup Morlun. Je trouve que c'est un très très bon ennemi. Je trouve que les histoires d'araignées totem et tout ça, je trouve que c'était bien écrit. C'était certes un grand changement de statu quo et tout ça. Comme quoi, les comics sont capables de changer leur statu quo. Mais je trouve que c'était très bien. Morlun, j'adore. Et donc, le truc, c'est que ça a été un peu laissé de côté. Il faut dire aussi que Spider-Man a connu d'autres gros changements, comme par exemple, quelques temps après, un certain One More Day, en fait, qui a carrément annulé un mariage vieux de quelques décennies entre Mary Jane Watson et Peter Parker, qui a rabattu beaucoup de cartes et tout ça, donc c'était un peu laissé de côté. Mais Dan Slott, qui finalement est à peu près le successeur de Straczynski, parce que entre les deux, alors Dan Slott était déjà là, et en plus c'était en fait un collectif de scénaristes qui s'appelait le Spidey Brain Trust, qui était généralement 4 scénaristes en fait qui essayaient de voir ce qu'allait être la suite des aventures de Peter Parker, qui sont succédés, qui n'avaient pas trop repris. Mais Dan Slott, donc ensuite, il a eu son run à lui. Voilà, un run dont on ressent encore aujourd'hui les effets. Et d'ailleurs, Dan Slott est aujourd'hui revenu aux affaires sur Spidey. Avec... c'est peut-être encore un peu trop tôt pour donner un avis total. Mais je donnerai un avis sur le début de son run à la fin de cette vidéo, parce que ça a un rapport avec Spider-Verse et avec ceci. Voilà. Oui, je vous fais du teasing, comme ça vous restez. Et aussi comme ça mon propos est peut-être un peu plus cohérent. Donc Dan Slott, je disais, reprenait cette idée. En reprenant cette idée, il crée le Spider-Verse. Spider-Verse, c'est une très bonne histoire, je trouve, donc qui a été un event entre 2014 et 2015 de Spider-Man. C'est une histoire où on voyait pratiquement toutes les versions parallèles de Spider-Man, à quelques exceptions près qui sont... franchement, c'est chipoté. Voilà. J'avais fait toute une vidéo d'ailleurs sur les quelques anecdotes qu'on pouvait avoir là-dessus. Voilà. Parce que j'ai toujours pour ambition un jour de parler du run de Dan Slott en entier, mais voilà, j'ai été malade, j'ai perdu mes notes. J'ai retrouvé quelques trucs de travail qui fait que si je recommence pas de zéro, mais enfin bon, je recommence de 5%. Sur un run qui a duré extrêmement longtemps et qui est peut-être l'un des plus compliqués que j'aurais pu choisir, mais aussi m'intéresser. Donc il y aura d'autres trucs sur des runs entre-temps. Et en plus, comme je vous ai dit, il reprend. Alors qu'est-ce que j'en fais de ça? Ça je sais pas encore. Donc voilà, donc c'est pas pour tout de suite. Mais les anecdotes que j'avais fait, notamment beaucoup sur Spider-Verse, elles sont toujours valables, elles sont toujours très très bonnes. Voilà. Oui, c'est ma petite pub. Et donc Spider-Verse, c'était très bien. On voyait par contre arriver des vilains un peu lambda, les héritiers en fait, la famille de Morlun. Morlun était sympathique toujours, mais un peu rabaissé en fait. Tu sentais que c'était un peu devenu le mouton noir, alors que moi c'est le vilain que j'aime bien, moi je le rabaissais pas. Mais l'histoire était très bien, il y avait Superior Spider-Man, il y avait Miles Morales, il y avait Spider-Gwen, il y avait Jessica Drew, il y avait tout le monde. Il y avait même le Spider-Man japonais, en fait, du tokusatsu des années 70, avec son robot géant Léopardon. Voilà, qui est quelque chose que j'aime beaucoup, parce qu'en plus, c'est une série qui est très importante dans l'histoire du Sentai japonais, notamment Léopardon est très très important dans l'histoire du Sentai japonais, parce qu'en fait c'est pratiquement l'un des premiers robots géants, en tout cas robots géants tels qu'on les entend maintenant dans l'histoire du Sentai. Et enfin bref, je pense qu'un jour je parlerai plus en détail
de cette série que j'aime beaucoup. J'ai pas encore malheureusement pu voir tous les épisodes, il y en a quelques-uns qui me manquent, malgré une recherche assidue depuis pas mal d'années. Mais voilà, l'émissaire des enfers, voilà, vous aura. Et voilà. Et juste comme ça, avant que j'en parle, et si jamais ça vous intéresse de suite, il y a un numéro en fait d'un magazine qui s'appelle Otomo, qui revenait beaucoup sur justement cette série, donc Spider-Man sauce japonaise, et qui vous explique plein de choses, et notamment aussi comme quoi il y avait aussi une autre série qui était inspirée de Captain America, mais qui a gardé en fait juste principalement le principe de par pays, et qui a fait en fait une sorte de équipe de 5 héros de nationalités différentes, et voilà. Mais à la base, c'était censé être une série Captain America. Voilà. Bref, je m'égare. M'égare de l'Est. Tchouch. C'est la fin de journée, mes blagues, elles sont pas top. Et donc Spider-Verse, ça a marché du feu de Dieu. Franchement, c'était une bonne petite histoire. Ça a quelques petites choses que j'aime moins parce que ça fait du mal à des versions alternatives de Spider-Man que j'aime beaucoup, comme donc Mayday Parker, donc la fille de Peter Parker dans un univers alternatif qui est l'univers MC2. Encore une fois, si vous êtes là depuis longtemps sur la chaîne, j'en parle souvent. Voilà, c'est Spider-Girl, et je crois que même que je préfère Spider-Girl à Spider-Man normal en fait. Voilà. Donc, c'est vous dire à quel point je suis, voilà. Je suis très attaché au personnage. Mais malgré ces petites choses, et puis après tout, il faut bien qu'il arrive des choses à nos personnages pour qu'ils vivent des choses intéressantes. Eh bien, j'ai quand même beaucoup apprécié Spider-Verse. Et donc alors, ce qui s'est passé, c'est que à partir de ce moment-là, il y a eu des... Alors... Voilà, je vais essayer de pas spoiler Spider-Verse, mais en gros, les héritiers étaient enfermés à un endroit, et bon bah t'avais certains Spider-Man, dont notamment Otto, qui est le Spider-Man supérieur, qui voulaient les tuer, et bah la plupart des Spider-Man, non, on ne tue pas, on est des Spidey, bordel, on est des héros, donc on ne tue pas. Et donc du coup, en gros, ils sont enfermés, et en gros, il y avait des équipes qui se baladaient dans le temps pour vérifier des trucs, c'était Web Warriors, c'était pas terrible, mais bon, ça permettait de faire vivre certains des personnages que j'aime beaucoup, dont notamment Spider-Girl dont je vous parlais, et aussi Peter Porker, donc voilà, le Spider Cochon, que j'aime beaucoup aussi, forcément. Et donc voilà, donc c'est pas des séries extraordinaires, mais bon bref, ça continue à vivoter dans son coin. Donc Spider-Verse en comics c'est quand même excellent. Oui, il y a énormément de Spider-Man et tout ça, mais on va se concentrer sur quelques-uns, on va faire apprendre à les apprécier. Bref, exactement les mêmes forces qu'on va retrouver dans le film animé qui sortira en décembre 2018. Donc Into the Spider-Verse, qui est lui aussi une véritable merveille et qui avait décidé de se consacrer qu'à quelques versions Spider-Man, et du coup qui fait qu'on s'y intéresse, qu'on s'y accroche, qu'on a le temps de les apprécier, de les découvrir, de voir plein de choses. Bref. Je préfère sans doute Into the Spider-Verse à l'Event Spider-Verse de 2014 de base, mais les deux sont de très bonnes œuvres. Voilà. Et comme marketing oblige, et en 2018, au moment où sort donc Spider-Verse, on fait une suite aux comics. Spider-Geddon, l'Armageddon des araignées. Alors déjà, le nom, il est tout pourri, et le problème, c'est que c'est les personnages, en tout cas un personnage avec lequel je suis très d'accord, le dit. Voilà, sûrement pas, jamais je n'utiliserai un terme aussi ridicule. Je suis malheureusement extrêmement d'accord avec lui, j'aime pas le nom, je le trouve naze. Voilà, Spider-Geddon, c'est naze comme nom. Voilà, c'est con, hein. Voilà. Donc, Spider-Geddon, c'est un event en 5 numéros et un numéro 0. Voilà. Et
voilà, donc il a commencé, donc le numéro 0 c'était en novembre 2018 et il me semble que le 5e numéro c'est en février. Encore une fois, pourquoi je me fais chier à essayer de me souvenir, c'est marqué là et j'avais tout bon, donc novembre 2018 et février 2019. Alors, il y a du bon, il y a du moins bon et il y a du pas bon. Voilà. Qu'est-ce que je vous sers en premier ? Bon, je sais pas trop, mais on va aller dans l'ordre. Les premières images marketing qu'on a eues de Spider-Geddon, c'était d'abord un truc un peu vide. Le Spider-Geddon est proche. Spider-Geddon is nigh. Ça veut grosso modo dire Spider-Geddon est proche. Is nigh, en fait, c'est le est proche qu'on utilise généralement dans le sens un peu biblique. Genre par exemple, la fin est proche, tenue par une pancarte, voilà. C'est généralement là-dessus qu'on arrive. Et donc Guédon, Armageddon, fin du monde, enfin bref, il y a une certaine logique. Et donc ensuite on a vu une silhouette d'un Spider-Man, on va dire juste l'ombre, voilà. Et puis ensuite cette ombre s'est révélée être ceci. Et ceci, c'est le Spider-Man du jeu PS4. Excellent jeu d'ailleurs, voilà, auquel ont participé les scénaristes de cette histoire, Dan Slott et surtout Christos Gage. Voilà, ce seront les scénaristes que nous suivons ici. Youpi youpi. Alors. Eh bien l'histoire où en fait on voit Otto Octavius aller chercher le Spider-Man PS4, il est cool. Et j'aurais voulu que le reste de l'event soit ça. Parce qu'en fait c'est un event où en fait on va se concentrer sur juste 2 personnages qui ont le temps de discuter entre eux, d'avoir une relation qui se crée. Et c'est ça que j'aurais voulu dans le reste de l'event. Voilà. Le reste du numéro 0 étant justement donc certains des Spider-Man du multiverse qui restaient, dont notamment une bonne partie de l'équipe des Web Warriors, qui continuaient donc à vérifier l'état dans lequel étaient les héritiers, où ils étaient enfermés. C'est-à-dire que les mecs ils veulent pas les tuer, mais ils sont enfermés dans un endroit où ils ont rien à bouffer. Je dirais qu'à un moment, va y avoir un problème. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, à un moment, il va quand même falloir qu'on se pose la question, est-ce qu'on les tue ou pas ? Parce que, enfermés sans rien à bouffer, je suis désolé, non seulement c'est la mort, mais en plus, c'est de la torture. J'appelle pas ça, franchement, des actions héroïques. Hein. Je suis désolé. C'est limite encore plus de la torture quand tu vérifies pratiquement chaque jour dans quel état ils sont. Et donc, en fait, le fait de vérifier, en fait, en envoyant des spider-robots, des robots, en fait, aller vérifier dans leur prison, en fait, va, en gros, être leur perte, parce qu'en fait, avec tous les outils robotiques, ils vont pouvoir créer un on sait pas quoi, parce que c'est un Deus Ex Machina, mais qui va leur permettre, de sortir. Voilà. Et là, on attaque Spider-Geddon dans le dur. Je vais vous faire un pitch assez simple, je vais essayer de pas trop aller dans le spoil, en tout cas pas le spoil de très loin, je vais rester dans le dur, on va dire. Alors, le Docteur Octopus est revenu dans un corps qui va avec un truc d'araignée, voilà. Le Docteur Octopus, c'est compliqué en ce moment. Et donc du coup, il se fait appeler l'Octopus supérieur, et continue en fait à vouloir se prendre pour un super-héros, à faire des actions de super-héros, et actuellement en fait d'être le protecteur de San Francisco. Et donc pour être un supérieur, il faut faire des trucs que les autres super-héros ne font pas, mais peut-être qu'il y a une raison pour laquelle les super-héros ne le font pas. C'est que c'est des gentils. Otto, son hubris est toujours là. Et donc justement, c'est son hubris, son orgueil, j'utilise hubris parce que c'est un terme en fait dramatique, c'est pas parce que je veux me la péter, c'est que en fait c'est comme ça qu'on appelle en fait l'orgueil qui va causer ta perte dans le théâtre depuis l'Antiquité en fait. C'est que c'est un terme consacré dans la narration. Voilà, c'est pas juste parce que je veux me la péter en balançant des mots grecs.
Donc du coup, c'est son orgueil qui va en fait causer sa perte. Et la perte d'un peu tout le monde, puisque du coup, en fait, il a réutilisé des trucs qui viennent d'une autre histoire de Spider-Man qui s'appelait Conspiration... je m'en souviens même plus. Ah oui, encore un autre titre simple, Dead No More The Clone Conspiracy, donc, qui est un event, lui, de 2016-2017. Et donc dans celui-là, en gros, bah voilà, il y avait plein de clones, quoi, on faisait revenir des gens. C'était le bordel. Et donc l'Octopus supérieur a réutilisé en gros ce truc-là pour se créer des clones de lui-même si jamais il lui arrivait des soucis, comme ça il peut en gros prendre tous les risques et en même temps bah ne pas mourir, tout ça, bon bref. Ça peut se comprendre, mais c'est quand même borderline super vilain, mais c'est Otto Octavius, donc l'un dans l'autre, c'est compréhensible. Sauf que bah du coup, avec tous les trucs qu'ils ont envoyés là, vous savez, de robots chez les héritiers dans leur prison, bah apparemment ils ont pu hacker et en gros ils sont faits dans les clones. Me demandez pas comment, parce que c'est pas expliqué. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une bande de type donc du Spider-Verse qui arrive, qui vont chercher Miles Morales pour aller ensuite aller voir donc Octopus. Donc pourquoi est-ce qu'ils vont pas aller voir Octopus directement et pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin d'aller prendre Morales? Je sais pas, surtout qu'en plus c'est pas comme si Morales discutait souvent avec Octopus. Autant prendre Peter Parker. Mais non, Peter Parker est mis un peu de côté. Bah, parce que l'idée c'était de mettre en avant Miles Morales, ce qui est une très bonne idée, mais j'y reviendrai plus tard là-dessus. Et donc du coup, bah voilà, les héritiers sont de retour. Voilà, et bah c'est le bordel. L'idée de Spider-Geddon, c'est justement de mettre un peu de retrait ceux qu'on a vus un peu beaucoup. Par exemple, bah, Peter Parker normal, quoi. De le mettre de côté, peut-être aussi Jessica Drew, qui est Spider-Woman, qui sont des personnages qui certes ont leur propre série et tout ça. Et donc de mettre en avant Miles et peut-être d'autres personnages. Mais c'est mal fait. C'est peut-être même le plus gros point faible du titre. Sans hésitation aucune. En gros, dans Spider-Verse de 2014, le comics, certes, il y a plein de Spidey. Il y a plein de Spidey différents, ils sont tous là. Certes. Mais on va se concentrer surtout sur quelques-uns, et vous savez quoi? Il y a pas mal de moments de calme et de respiration, où en fait les personnages parlent, vivent, on apprend un peu à les connaître. Si vous les connaissez pas, vous pouvez apprendre à les connaître avec ce comic, certains. Et vous allez vous attacher à eux. Ici, il y a trop de personnages. En plus, il y a pas mal de créations de nouveaux personnages, parce que, bien sûr, il n'y avait pas assez de Spider-Man alternatifs. Le mot d'ordre, en fait, qu'a utilisé Christos Gage, donc dans pas mal d'interviews, c'était de dire que c'était fun. C'est vrai. C'est divertissant. Malheureusement, un peu plus dans le sens pascalien que dans le sens c'est fun. Je m'explique. Pour Pascal, le divertissement, c'est ce qui sert à ne pas s'ennuyer, ce qui sert à passer le temps, littéralement tuer le temps. Le divertissement peut donc être abrutissant, en ce sens qu'on n'a pas besoin de réfléchir. Le seul but du divertissement, c'est d'être une activité qui prend du temps. La lecture est une activité qui peut prendre du temps. Voilà, il y a le divertissement qui élève l'âme, et il y a le divertissement qui ne sert qu'à oublier le temps, à ne pas s'ennuyer. Ça ne veut pas dire que l'on y prend du plaisir. Et je suis désolé, j'ai pas pris de plaisir avec Spider-Geddon. Parce que y a pas ces moments de calme où on apprend à connaître les personnages. Y en a quelques-uns qui reviennent, hein. On revoit Léopardon, on revoit Spider-Cochon, on voit aussi les Spider-Man de René Urvoz, qui était une superbe petite série, qui était... si Peter et MJ étaient toujours ensemble, que MJ a commencé à avoir des pouvoirs, et c'était sympathique. Et puis en plus, ils avaient leur gamine. En plus, c'est confus. C'est confus, les scènes de bataille sont confuses, parce qu'il y a trop de gens. Il y a trop de gens, et pas assez de cases. Voilà.
Pour le coup, les cases sont toujours très grandes pour bien qu'on voit, oui, en effet, les quelques-uns, mais franchement, on s'y perd et c'est pratiquement que de la bataille. Il faut aller à un endroit, on s'est fait battre, vas-y, on va juste partir en arrière, on va avoir quelques planches où on discute et après on repart à la baston, ou on va rechercher d'autres Spider-Man alternatifs. Vous faites en fait des variations de ça et vous avez les 5 numéros. Et bah c'est pas ouf. C'est pas ouf. Il y a aussi quelque chose qui m'énerve dans Spider-Geddon, qui n'est pas quelque chose d'unique à Spider-Geddon, hein, et c'est une chose que je dirai à chaque fois que ça m'arrivera quand je lirai un event, parce que c'est pour moi la règle d'or de l'event. Un event doit pouvoir se lire seul. Un event, c'est une saga événement. C'est quelque chose que l'on crée pour vendre plein de trucs, en faisant de la pub et tout ça. Donc quand on fait ça, on crée des séries annexes, ou des séries tie-in. T-I-E, espace I-N. En gros, qui se mettent dedans, qui se rajoutent, qui peuvent, entre guillemets, si on fait une métaphore, s'agrafer à tel endroit dans l'histoire de base. C'est un tie-in. Pour moi, et j'espère pour beaucoup de lecteurs, un tie-in ne doit pas être essentiel à l'histoire. Il doit pouvoir être quelque chose qui se rajoute si tu aimes bien l'histoire. Voilà, quelque chose de sympathique, mais pas d'obligatoire. Or là, y a énormément de choses qui se passent hors champ. Qui se passent hors champ parce que ça se passe dans un tie-in. Et genre, des fois on te dit, va lire ça. Ok. Non. En fait, non. Et il y a des choses extrêmement graves, en fait, des choses très importantes. Il y a un personnage qui est bloqué à un endroit et qui peut pas revenir, et puis tout d'un coup, paf, à la fin, on sait que, en fait, elle peut revenir et que c'est la seule maintenant, elle a plus besoin des objets. Et pourquoi ? Tu sais pas, faut lire son truc. Peter Parker, le Peter Parker, hein, le Spider-Man de base. Lui, tu le vois pratiquement pas. Il a sa propre série. T'apprends un moment qu'il a fait sacrifice pour arrêter Morlun. Très bien. Très très bien. Ça t'explique et tout. Par contre, après, tu le vois revenir, tu sais pas ce qui s'est passé, quoi. Un petit dialogue n'aurait pas été de mal. Surtout qu'il arrive avec plein de monde. Alors là, d'où il sort, tout cela, tu vois. Voilà. Bref, il y a plein de trucs comme ça. Et le Deus Ex Machina vient de personnages qu'on n'a jamais vus avant dans la série. On en a entendu parler, il y a un dialogue de Miles qui dit il y a elles font ça, mais on les a jamais vus. Elles débarquent à ça de l'histoire. Il reste ça d'histoire quand elles débarquent. Et c'est elles qui vont tout résoudre. En t'expliquant un truc qui rajoute encore de la mythologie au truc de Spider-Verse qu'avait créé Slott. Mais non. Ça, c'est non. Jamais. On fait jamais ça. Vraiment, si tu dois faire arriver un Deus Ex Machina, tu montres au moins d'où ça part. Et tu le fais pas dans un tie-in à part que tu vends à part. Je suis désolé, je serai intraitable là-dessus à chaque fois que je verrai ça sur les events. Voilà, c'est une de mes règles d'or. Il y a des facilités de scénario, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses sympathiques parce que il y a un bon sens du dialogue. J'essaye de trouver des bonnes choses. Il y a un bon sens du dialogue, il y a des répliques qui tapent bien. On sent que sur certains personnages, ils ont vraiment leur propre voix et qui sont vraiment sympathiques, mais dans l'ensemble, c'est raté. Dans l'ensemble, c'est raté. Même, je trouve, en fait, dans la traduction, c'est un peu raté. Alors, la traduction n'a pas fait des grands ratés, mais c'est encore une fois, ce que j'explique souvent, c'est qu'il manque une bible de traduction des personnages, et ce coup-ci, il faudrait que cette bible elle soit faite par Marvel, tout simplement, parce que donc on a le Spider-Man du jeu PS4. Je l'ai fait, le Spider-Man du jeu PS4, je l'ai fait en VF, je l'ai adoré. Voilà, il est excellent. Et
tous ceux qui ont fait le jeu et qui sont vraiment mis dans le jeu et dans le mood se souviennent sans doute que le Spider-Man de ce monde-là déconne souvent, rêver d'un détective Spider-Man qu'il appelle Détective Spider. Et il y a une blague là-dedans, parce que c'est les scénaristes du jeu vidéo. Et seulement, du coup, ils n'ont pas utilisé la même traduction que dans le jeu vidéo. Et donc du coup, la blague elle tombe beaucoup plus à plat. Quand au lieu d'utiliser Détective Spider, on dit Spider Cop. Encore une fois, c'est un manque d'harmonisation des traductions, quelque chose qui devrait être fait sur des choses aussi grandes que ça, que l'univers Marvel. Ce serait un travail titanesque, mais c'est du travail qui doit être fait. Je suis désolé. Et là, c'est même pas par rapport à Panini, là, c'est par rapport à la maison mère. Là, c'est... voilà. C'est par rapport à Marvel Comics de base. Et DC, c'est la même, et n'importe quel univers, c'est la même. Voilà, ça devrait être un truc de base. Finalement, la seule chose que je trouvais assez intéressante à Spider-Geddon, c'était sa fin. Je ne la spoil pas, mais en gros, c'était fini. En gros, ils avaient trouvé une solution pour, en gros, garder le high ground moral des héros, qui ne tuent pas, et se débarrasser des héritiers. Et comme du coup depuis 2014 et donc l'arrivée du Spider-Verse et tout ça, que Spider-Gwen ou Ghost Spider, comme elle tient parfois à se faire appeler, même si c'est un peu nul comme nom, voilà, il y avait beaucoup de titres justement sur le multivers, sur tout ça. Il y avait les Web Warriors dont j'ai parlé, bref, en gros, on en avait déjà un peu marre en comics. Et le finir, c'était bien. Je vous ai dit que Dan Slott, il était revenu chez Spidey. Vous savez, c'est quoi le premier arc qu'il a fait ? End of Spider-Verse, la fin du Spider-Verse. Vous voulez que je vous dise autre chose ? Je l'ai déjà lu, End of Spider-Verse. Parce que c'était le retour de Dan Slott, moi j'étais un peu chaud. Voilà, et puis comme je vous ai dit, j'avais toujours ce projet du serial runner sur le run de Dan Slott. Voilà. Donc j'ai regardé. C'est pas bien non plus. C'est pas bien non plus. Il y a... On se concentre sur moins d'hommes araignées, donc ça déjà c'est bien. C'est un peu plus lisible grâce à ça. Mais c'est pas bien. Il y a des concepts qui sont sortis de ton chapeau par rapport même pour le coup au multivers Marvel de base. Voilà. Et puis même on a tendance à les confondre maintenant parce que les deux sont confondus, tu sais. Je pense que le Spider-Verse a été une excellente chose, mais qu'il aurait fallu s'arrêter il y a longtemps. Et je pense que là actuellement continuer. En tout cas en dehors éventuellement des films d'animation qui ont l'air d'avoir une fin prévue, et c'est très bien. Et il faut qu'on aille à cette fin prévue et qu'ensuite au moins on laisse reposer. Mais là il y a vraiment une surexploitation à mort de ça, qui fait que, alors déjà moi ça me dégoûte, vraiment ça me repousse de plus en plus loin de Spider-Man en fait. Moi par exemple j'ai beaucoup aimé le run de Spencer, avec quelques arcs que j'ai plus aimés que d'autres bien sûr, mais voilà, c'était un arc qui se concentrait sur Spider-Man avec des intrigues de Spider-Man et tout ça. Et là, oh là 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 là, vraiment, je pense que Spider-Verse actuellement fait plus de mal que de bien à Spidey. Réellement. Je pense que l'idée de dire que tout le monde peut être Spider-Man sous le masque est une très bonne chose. En effet, tout le monde peut être un héros. Mais est-ce que tout le monde doit être ce héros-là
Parce qu'à la base, Spider-Man était quand même montré comme un héros assez unique. Quelque chose qui ne se reproduirait pas si souvent. C'était comme ça qu'il était montré, on va dire, encore au début des années 2000. Et là, aujourd'hui, le message de base de Spider-Man a totalement changé. Aujourd'hui, le message de base, c'est tout le monde peut être Spider-Man. Je veux bien. Mais sur un univers qui disait encore relativement l'inverse il y a pas si longtemps, au temps des comics, hein, c'est un peu difficile à avaler. Je l'avoue. J'aime beaucoup des nouveaux personnages. Voilà. Mais ce côté, mettons tout les Spider-Man, tous les trucs, tous les machins, ça commence à me gonfler sévère. Et moi, voilà, je ne lis pratiquement plus de Spidey. Pratiquement plus. Parce que voilà. C'était pas mon héros préféré à la base, mais c'était un héros que j'aimais bien, que j'aimais beaucoup. J'ai grandi avec ses aventures aussi. J'ai même grandi plus facilement avec les aventures de Spidey qu'avec les aventures des personnages DC que j'aime d'amour aujourd'hui. Parce que c'était plus facilement accessible, Spidey. Voilà. Mais aujourd'hui, oui, Spidey m'emmerde. Et la chose qui m'emmerde le plus chez Spidey, c'est ça. C'est le Spider-Verse. Vous savez, il y avait une critique qui était souvent faite à l'encontre de DC dans les années 70. C'était une critique qui était souvent faite par Marvel. Et c'était par rapport à son multivers. Cette critique était la suivante. Vous avez trop de terres parallèles, de terres 12 000 machins qui font des trucs et des machins, on se perd. J'ai tendance à ne pas être d'accord avec cet argument, qui pour moi était plus une attaque d'un éditeur par rapport à son concurrent, et d'essayer de montrer en quoi lui est supérieur, il n'a pas besoin de faire ça. Parce que je les ai lus, ces histoires. Il y a très rarement héros de terre machin et de trucs. Il y avait en gros 3-4 endroits à connaître, et très franchement, un lecteur des X-Men en connaît au moins 2 fois plus. Des univers parallèles. Et des terres cheloues bizarres. Parce que des voyageurs du futur qui viennent d'une autre dimension ou d'une autre ligne temporelle, moi j'en ai déjà plein qui me viennent en tête. Cable, Bishop, Rachel Grey, c'est quelque chose d'extrêmement commun. Donc non. Pour moi, c'était une critique extrêmement exagérée. Par contre, le Spider-Verse rend cette critique vraie. Voilà. J'ai pris une page au hasard, hein, voilà. Et c'est sans doute pas la meilleure pour montrer ça, parce que, c'est encore assez bas. Mais voilà, là, vous voyez, là, tous ces petits cartons, là. Peter Parker de la Terre 8311, Peter Parker et Mary Jane Watson Parker de la Terre 18119, Ben et Peter Parker de la Terre 91 918. Ça, c'est ce que vous critiquiez de façon fausse, à mon sens, il y a des décennies. Et je suis d'accord. Si jamais c'était comme ça, dans les comics DC aussi, ce serait quelque chose de mauvais. C'était pas comme ça, heureusement, parce que là, c'est mauvais. Là, on se perd. Là, c'est trop de choses. Je sais pas quoi dire d'autre. Que il faut arrêter. Pas forcément pour toujours, on pourrait revenir, je sais pas moi, dans 10 ans, et encore. Et encore. Mais il faut se calmer. Vraiment. Non, parce que là, on a fait un de Spider-Verse, je les vois bien arriver en 2024. Ouais, vous savez, c'est les 10 ans de la saga événement Spider-Verse, et on va faire un autre truc, et puis... Parce que... ça... Il y avait déjà un multivers un peu Spidey, qui était fun,
Parce qu'il n'y en avait pas tant que ça. Et on pouvait apprendre à les connaître, et on pouvait apprendre à les suivre. On avait Spider-Man 2099, on avait Miles Morales. Quand Spider-Gwen s'est rajouté, c'était très bien. Spider-Punk, tout ça, bon, très bien. Très bien. Il y avait Spider-Cochon, il y avait tout ça. Et là, maintenant, il faut les suivre tous. Et le pire, c'est que ça détruit, en plus, les séries de ces personnages-là. Il n'y a plus de série Spider-Girl. Par contre, elle fait des trucs dans des séries du type Web Warriors. Alors que la fin de Spider-Geddon, très clairement, te montre un truc qui n'a de sens que si derrière tu fais une série Spider-Girl sur Mayday Parker. Ça te tease le retour d'un personnage central de ces séries. D'ailleurs, c'est un personnage qui a eu une très très longue série. Je me demande si elle avait pas eu plus de numéros que Miles Morales à l'époque d'Ultimate. C'était Spider-Girl, c'était quelque chose. Et ça les a cassés. Ça a cassé leur développement personnel à chacun, qui maintenant reviennent à chaque fois qu'il y a ça, à chaque fois qu'il faut faire un gros raout, un gros samba de tous les Spidey, et ils évoluent plus. Ils évoluent plus, ces personnages. Pour le coup, ils sont réellement figés dans un statu quo. Le Spider-Verse a figé tous les autres Spidey dans un statu quo, histoire qu'on puisse les ramener quand on veut. Je trouve un réel gâchis narratif, un réel gâchis artistique, parce qu'il y a des gens qui avaient donné énormément de leur personne et de leur âme dans ces personnages et dans leurs aventures. Spider-Girl avait eu une énorme équipe créative qui a pratiquement été la même pendant tous ces numéros, avant Spider-Verse. Miguel O'Hara, Spider-Man 2099, c'est pareil, il a été aimé par ses créateurs, et tu sens qu'il y avait de l'attention qui était faite sur lui. Le voir revenir, c'était une occasion. C'était une petite fête, c'était un événement. Et aujourd'hui, les voir revenir dans des sagas événements n'en est plus un. Ce n'est plus un événement. C'est banal. Peut-être même ringard. C'était SN Parod qui voulait pas être aussi déprimant, mais qu'il l'est manifestement. Bon, la prochaine fois, on va taper plutôt là-dedans. Ce sera plus positif. Voilà. Salut à tous, et à bientôt.